Qu'est-ce que la société? Cette question fondamentale nous amène à explorer un concept complexe qui structure notre existence collective. La société est un ensemble d'individus liés par des relations organisées. Ces relations ne sont pas aléatoires, mais structurées selon différents domaines de la vie humaine. Ces relations organisées se manifestent en 4 domaines principaux: juridique, économique, moral et culturel. Chacun de ces domaines contribue à la cohésion sociale. Ces relations s'appuient sur 3 piliers fondamentaux: les règles qui régissent les comportements, les institutions qui les organisent et les normes communes qui les légitiment. Il est crucial de distinguer une société d'un simple groupe informel. Un groupe peut être temporaire et basé sur des affinités personnelles, tandis qu'une société implique une organisation stable et durable. Une société se caractérise par son organisation stable et son ordre social durable. Elle transcende les individus qui la composent et persiste au-delà de leur existence personnelle. Aristote, le grand philosophe grec, considérait l'homme comme un animal politique, naturellement social. Selon lui, l'être humain est incapable de se suffire à lui-même et trouve son accomplissement dans la vie en société. Cette vision aristotélicienne souligne que la société n'est pas simplement un regroupement d'individus, mais une structure complexe qui permet l'épanouissement humain à travers l'interaction sociale organisée. Selon Aristote, l'homme est par nature un animal politique. Cette célèbre formule du philosophe grec résume sa vision fondamentale de la société humaine. Pour Aristote, l'homme ne peut pas survivre seul. L'individu isolé est vulnérable et incapable de subvenir à tous ses besoins. C'est pourquoi la société n'est pas un choix, mais une nécessité naturelle. La société permet à l'homme de satisfaire ses besoins fondamentaux. D'abord la survie physique, puis le développement intellectuel, l'accès au langage qui structure la pensée, la participation à la culture collective, et enfin l'acquisition de la vertu morale. La polis, ou cité grecque, représente pour Aristote la forme supérieure de communauté. Elle n'est pas seulement un regroupement d'individus, mais une organisation rationnelle qui permet à l'homme de réaliser sa fin naturelle, vivre selon la raison et atteindre la vertu. Dans la société, l'homme peut développer sa raison et atteindre les vertus morales. La justice, le courage, la tempérance et la sagesse ne peuvent s'épanouir que dans le cadre de la vie sociale. C'est ainsi que l'homme réalise sa nature véritable et atteint son bonheur. Ainsi, pour Aristote, la société n'est pas un artifice ou une contrainte, mais l'accomplissement naturel de l'humanité. C'est seulement en vivant ensemble que nous pouvons devenir pleinement humains. La modernité révolutionne la compréhension de la société en introduisant l'idée révolutionnaire du contrat social. Cette théorie propose que la société n'est pas un phénomène naturel, mais le résultat d'un accord conscient entre les individus. Thomas Hobbes développe une vision pessimiste de la nature humaine. Selon lui, sans société organisée, les hommes vivraient dans un état de guerre permanente de tout contre tous. Cette condition naturelle serait si terrible qu'elle justifie la soumission à un souverain absolu. John Locke propose une vision plus optimiste de l'état de nature. Pour lui, cet état est relativement pacifique, gouverné par la raison naturelle. Cependant, les hommes choisissent de s'associer pour mieux protéger leurs droits naturels fondamentaux: la vie, la liberté et la propriété. Jean-Jacques Rousseau développe une approche paradoxale. Il affirme que l'homme est naturellement bon, mais que c'est la société qui le corrompt. Son contrat social vise à retrouver la liberté perdue en fondant une société basée sur la volonté générale, où chacun obéit à tous et donc à personne. Ces 3 philosophes offrent des visions distinctes du contrat social. Hobbes privilégie la sécurité par l'autorité absolue. Locke équilibre liberté et protection des droits, tandis que Rousseau cherche à concilier liberté individuelle et bien commun. Leur théorie continue d'influencer notre compréhension moderne de la société et du gouvernement. Le lien social peut-il être compris comme un phénomène naturel spontané ou résulte-t-il d'une construction rationnelle délibérée? Cette question fondamentale nous amène à examiner 2 dimensions complémentaires de la vie en société. D'un côté, nous observons des liens sociaux qui semblent émerger naturellement des relations affectives et biologiques. De l'autre,
nous constatons l'existence de liens sociaux construits par la raison, la loi et les institutions. Les premières formes de liens sociaux reposent sur des relations affectives et biologiques. La famille constitue le premier cercle social, fondé sur des liens de sang et d'affection naturels. Ces relations tribales et communautaires sont spontanées, mais restent limitées dans leur portée géographique et temporelle. Cependant, la société humaine ne se limite pas à ces liens naturels. Elle développe des formes plus complexes de liens sociaux, construites rationnellement pour permettre la coexistence d'individus différents dans un espace public commun. La loi établit des règles communes qui s'appliquent à tous, indépendamment des liens affectifs. La morale propose des valeurs partagées qui guident les comportements. La justice offre un cadre équitable pour résoudre les conflits et maintenir l'ordre social. Le langage permet aux individus de communiquer rationnellement, de transmettre des idées complexes et d'engager des débats constructifs. Les institutions créent des structures durables qui organisent la vie collective et permettent aux individus de dépasser leurs instincts primitifs et la violence. En réalité, les liens sociaux naturels et rationnels ne s'opposent pas, mais se complètent. Une société équilibrée intègre à la fois la dimension affective des relations humaines et la dimension rationnelle des institutions. Cette évolution de l'instinct vers la raison permet de construire un espace public où des individus différents peuvent coexister pacifiquement. Ainsi, le lien social moderne résulte de cette double nature. Enraciné dans nos émotions et nos relations naturelles, mais structuré par la raison, le langage et les institutions pour créer une société juste et durable. La société exerce une influence profonde et constante sur chaque individu. Cette influence se manifeste à travers plusieurs mécanismes fondamentaux qui façonnent notre identité, nos comportements et notre vision du monde. La société façonne l'individu à travers 4 mécanismes principaux. D'abord, l'éducation transmet les connaissances, les compétences et les modes de pensée valorisés par la société. Ensuite, les normes sociales établissent les règles de comportement acceptables, définissant ce qui est considéré comme normal ou déviant dans une société donnée. Les valeurs constituent le système de croyances et de principes moraux qui orientent les choix et les priorités des individus au sein de leur communauté. Enfin, la langue structure notre pensée et notre perception du monde, influençant la façon dont nous conceptualisons et exprimons nos expériences. Ces influences sociales agissent de manière continue et souvent inconsciente, modelant progressivement l'identité et les comportements individuels. La socialisation est le processus fondamental par lequel l'individu apprend et intériorise les normes, valeurs et comportements de sa société. Ce processus commence dès la naissance et se poursuit tout au long de la vie. L'individu est en grande partie le produit de son environnement social. Dès sa naissance, il est façonné par diverses institutions et groupes sociaux qui transmettent les codes culturels de sa société. Cette conception de l'influence sociale trouve un écho particulier dans les travaux du sociologue Émile Durkheim. Selon Durkheim, la société constitue un ensemble de faits sociaux qui s'imposent à l'individu avec une force contraignante. Ces faits sociaux sont extérieurs à l'individu, généraux dans la société, et exercent une pression sur les comportements individuels. Cette influence sociale se manifeste particulièrement à travers la culture, qui constitue le terreau dans lequel l'individu développe ses compétences et sa vision du monde. La culture agit comme les racines d'un arbre, nourrissant et soutenant le développement des compétences individuelles. Un environnement culturel riche et engageant favorise l'épanouissement personnel et professionnel des individus. En conclusion, l'influence de la société sur l'individu est profonde et multiforme. Elle s'exerce à travers l'éducation, les normes sociales, les valeurs culturelles et la langue, façonnant ainsi l'identité et les comportements individuels de manière continue et souvent inconsciente. L'histoire nous enseigne une vérité fondamentale. La société n'est pas un destin immuable. Des individus déterminés peuvent défier l'ordre établi et transformer les structures sociales existantes. Les mécanismes de transformation sociale par l'individu sont multiples. La résistance civile, la désobéissance pacifique,
l'innovation sociale et le leadership moral constituent autant de leviers pour contester et réinventer l'ordre social. Rosa Parks incarne parfaitement cette capacité individuelle de transformation. Le 1er décembre 1955, son refus de céder sa place dans un bus de Montgomery déclenche un mouvement qui bouleverse la ségrégation raciale aux États-Unis. Nelson Mandela illustre une autre stratégie de transformation, la persévérance face à l'oppression. 27 années d'emprisonnement n'ont pas brisé sa détermination à abolir l'apartheid et à construire une société démocratique en Afrique du Sud. Gandhi démontre comment un individu peut mobiliser des masses entières par la force de ses convictions. Sa philosophie de la non-violence et de la désobéissance civile inspire des mouvements de libération à travers le monde, prouvant qu'une transformation sociale profonde est possible. Ces exemples révèlent que la transformation sociale suit différentes stratégies. L'acte symbolique qui déclenche un mouvement, la résistance prolongée qui use l'oppression et la mobilisation collective qui renverse l'ordre établi. L'individu devient ainsi un agent de changement historique. Karl Marx propose une analyse critique radicale de la société capitaliste. Selon lui, cette société n'est pas naturellement juste, mais repose sur des rapports de domination et d'exploitation systémiques. Pour Marx, la société capitaliste est fondamentalement structurée par la lutte des classes. Cette lutte oppose deux groupes principaux, la bourgeoisie, qui possède les moyens de production, et le prolétariat, qui ne possède que sa force de travail. Cette structure sociale hiérarchique peut être visualisée comme une pyramide. Au sommet, une minorité détient le pouvoir et les richesses, tandis qu'à la base, la majorité travaille pour soutenir l'ensemble du système. L'exploitation, selon Marx, ne se limite pas à de mauvaises conditions de travail. Elle est structurelle. Le capitaliste s'approprie la plus-value créée par le travail ouvrier. Le travailleur produit plus de valeur qu'il n'en reçoit sous forme de salaire. Marx souligne que l'ordre social dominant masque ses rapports d'exploitation. Les institutions, l'idéologie et la culture présentent le système capitaliste comme naturel et juste, cachant ainsi les inégalités structurelles qu'il génère. Cette analyse marxiste révèle que la question de la justice sociale ne peut être séparée des rapports de production économique. Pour Marx, une société véritablement juste nécessiterait une transformation radicale de ces rapports de classe. Michel Foucault, philosophe français du XXe siècle, a révolutionné notre compréhension du pouvoir et des institutions sociales. Sa théorie démontre comment les institutions façonnent les individus par des mécanismes subtils de contrôle et de discipline. Pour Foucault, le pouvoir ne se limite pas à la répression ou à l'interdiction. Il est avant tout productif. Il produit des savoirs, des discours, des plaisirs et surtout des sujets. Le pouvoir moderne ne se contente pas de punir, il façonne activement les individus. Foucault distingue deux formes principales de pouvoir. Le pouvoir souverain, traditionnel, fonctionne par l'obéissance à la loi du roi ou de l'autorité centrale. Le pouvoir disciplinaire, moderne, régule les comportements dans le corps social par des mécanismes plus subtils de surveillance et de normalisation. Le concept central de Foucault est celui des corps dociles. Un corps docile est un corps qui peut être soumis, utilisé, transformé et perfectionné. Les institutions modernes produisent cette docilité par des techniques de discipline qui rendent les individus à la fois plus obéissants et plus utiles. L'architecture même des institutions révèle leur fonction disciplinaire. Foucault analyse comment l'organisation spatiale des bâtiments, écoles, prisons, hôpitaux, facilite la surveillance, le contrôle et la normalisation des comportements. Chaque espace est conçu pour maximiser la visibilité et minimiser la résistance. Le panoptique de Bentham devient pour Foucault le modèle de toutes les institutions disciplinaires. Cette prison circulaire permet une surveillance permanente sans que les détenus sachent s'ils sont observés. Ce principe d'autodiscipline s'étend à toutes les institutions modernes. Foucault identifie trois institutions principales qui produisent des corps dociles. L'école surveille et normalise les élèves par les examens et l'emploi du temps. L'hôpital contrôle les corps par l'observation médicale et la pathologisation. La prison discipline par la surveillance totale et l'isolement.
Toutes utilisent des mécanismes similaires de pouvoir. Foucault identifie trois mécanismes fondamentaux de la discipline. La surveillance hiérarchique établit un regard permanent qui discipline les comportements. La sanction normalisatrice punit non pas pour venger, mais pour corriger et normaliser. L'examen combine surveillance et sanction, créant un savoir sur l'individu qui permet de mieux le contrôler. L'analyse de Foucault révèle que le lien social n'est pas toujours émancipateur. Les institutions qui nous semblent bienveillantes, école, hôpital, participent en réalité à la production de sujets dociles. Elles créent certes du lien social, mais aussi des relations de domination subtiles qui façonnent nos comportements et nos identités. John Rawls révolutionne la philosophie politique moderne avec sa théorie de la justice. Dans son œuvre majeure publiée en 1971, il propose une approche innovante pour concevoir une société véritablement juste. John Rawls, philosophe politique américain, publie en 1971 Théorie de la justice, un ouvrage qui transforme notre compréhension de ce qu'est une société juste. Sa méthode révolutionnaire repose sur un concept central, le voile d'ignorance. Le voile d'ignorance est un concept révolutionnaire. Rawls nous demande d'imaginer que nous devons concevoir les principes de justice d'une société, mais sans savoir quelle sera notre place dans cette société. Nous ignorons notre classe sociale, nos talents, notre richesse, notre origine. Voici la représentation du voile d'ignorance. À gauche, nous avons la position originelle où l'individu ne connaît rien de sa future condition. À droite, la société réelle avec toutes ses inégalités, riches et pauvres, valides et handicapés, hommes et femmes, différentes origines ethniques. La logique est imparable. Si vous ne savez pas si vous serez riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, intelligent ou moins doué, vous allez naturellement choisir des principes de justice qui protègent tout le monde. Vous ne prendrez pas le risque de créer une société qui pourrait vous désavantager. La théorie de Rawls ne s'arrête pas au voile d'ignorance. Elle développe une architecture complète de la justice sociale, avec des principes précis, une méthode rigoureuse et une réflexion sur les institutions sociales nécessaires à une société juste. Derrière le voile d'ignorance, les individus rationnels choisiraient trois principes fondamentaux. L'égalité des libertés fondamentales pour tous, l'égalité équitable des chances et le principe de différence qui n'accepte les inégalités que si elles bénéficient aux plus défavorisés. Rawls révolutionne la philosophie politique en offrant une méthode objective pour penser la justice. Son voile d'ignorance devient un critère d'impartialité universellement applicable, justifiant rationnellement l'État-providence et fournissant un modèle pour évaluer la justesse de nos institutions sociales. Hannah Arendt, philosophe politique du XXe siècle, a développé une analyse critique de ce qu'elle appelle la société de masse. Pour Arendt, la modernité a transformé radicalement la nature de nos sociétés. Selon Arendt, la société de masse se caractérise par une uniformisation croissante des comportements. Les individus perdent leur singularité et adoptent des modes de vie standardisés, dominés par la consommation et le conformisme. Pour Arendt, l'une des conséquences les plus graves de la société de masse est la perte du jugement critique. Les individus cessent de penser par eux-mêmes et deviennent des consommateurs passifs, incapables de réflexion autonome. Arendt observe également une confusion dangereuse entre la sphère privée et la sphère publique. Dans la société de masse, les préoccupations privées envahissent l'espace public, tandis que les questions publiques sont traitées comme des affaires privées. Pour Arendt, la société de masse transforme la culture en simple loisir. Au lieu de chercher l'enrichissement intellectuel et la réflexion profonde, les individus se contentent de divertissements passifs qui ne demandent aucun effort de pensée. Les conséquences de cette société de masse sont profondes selon Arendt. Elle entraîne une dégradation générale de la pensée critique, une uniformisation des opinions et finalement un affaiblissement de la démocratie elle-même, car les citoyens perdent leur capacité de jugement autonome. Les nouvelles technologies numériques transforment radicalement nos modes de vie sociale. Internet, les réseaux sociaux et les plateformes numériques redéfinissent la manière dont nous communiquons, nous informons
et créons des liens sociaux. Les réseaux sociaux créent de nouvelles formes de communautés virtuelles qui transcendent les frontières géographiques traditionnelles. Ces plateformes permettent aux individus de se connecter autour d'intérêts communs, de causes partagées ou d'identités similaires. Cependant, ces technologies créent également des bulles informationnelles. Les algorithmes des plateformes numériques tendent à nous présenter des informations qui confirment nos opinions existantes, créant des chambres d'écho qui peuvent polariser les débats publics. Manuel Castells, sociologue espagnol, a développé le concept de société de l'information. Selon lui, nous vivons dans une ère où l'information devient la ressource principale de production et de pouvoir. Les réseaux numériques créent une nouvelle logique sociale basée sur les flux d'informations. Jürgen Habermas, philosophe allemand, s'intéresse à l'impact du numérique sur la sphère publique. Il analyse comment Internet peut à la fois démocratiser l'accès à l'information et fragmenter l'espace public traditionnel. La communication numérique pose des défis à la formation d'un consensus démocratique. En synthèse, les technologies numériques transforment profondément notre société. Elles offrent de nouvelles possibilités de communication et de participation, mais créent aussi de nouveaux défis pour la cohésion sociale et la démocratie. L'enjeu est de maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques de fragmentation sociale. Bien que publiée en 1971, la théorie de la justice de John Rawls demeure l'un des ouvrages les plus influents de la philosophie politique contemporaine. Cette œuvre monumentale a révolutionné notre compréhension de la justice sociale et continue d'alimenter les débats philosophiques contemporains. John Rawls a développé une théorie contractualiste innovante, basée sur des concepts révolutionnaires comme le voile d'ignorance et la position originelle. Les critiques les plus influentes sont venues des libertariens, notamment Robert Nozick, qui a contesté les fondements redistributifs de la théorie rawlsienne. Rawls a démontré une remarquable capacité d'adaptation, reconnaissant certaines limites de sa théorie initiale et l'enrichissant par des développements ultérieurs. Ses œuvres postérieures ont approfondi et nuancé sa pensée, abordant notamment les questions du pluralisme et des relations internationales. Aujourd'hui encore, la théorie de Rawls reste une référence incontournable, influençant de multiples domaines de la pensée contemporaine et nourrissant les débats sur les inégalités et la justice sociale. Cette persistance témoigne de la richesse et de la pertinence durable d'une œuvre qui continue de façonner notre compréhension de la justice dans les sociétés démocratiques. Hannah Arendt, philosophe politique du XXe siècle, a développé une critique profonde de la société de masse moderne. Sa perspective sur la transformation des objets culturels révèle comment notre époque modifie fondamentalement notre rapport à la culture. Selon Arendt, la société de masse opère une transformation fondamentale des objets culturels. Ce qui était autrefois création authentique, œuvre d'art porteuse de sens, devient simple objet de divertissement et de consommation. Arendt met en garde contre les effets destructeurs de la consommation de masse sur la culture. Elle observe que la société de masse ne cherche pas la culture authentique, mais plutôt des loisirs facilement consommables qui ne demandent aucun effort intellectuel. Cette transformation a des conséquences profondes. L'uniformisation culturelle remplace la diversité créative, l'originalité disparaît au profit de la reproduction standardisée, et la culture devient un simple produit de consommation plutôt qu'un processus de création et de réflexion. L'analyse d'Arendt révèle un processus inquiétant. La société de masse ne se contente pas de transformer les objets culturels, elle détruit les mécanismes mêmes de la création culturelle. Chaque œuvre devient un produit à consommer rapidement, perdant sa capacité à éduquer, à transformer et à enrichir l'expérience humaine. Cette perspective d'Arendt nous invite à réfléchir sur notre rapport contemporain à la culture. Comment préserver l'authenticité culturelle dans une société dominée par la consommation de masse? Cette question reste d'une actualité brûlante dans notre époque numérique. Jürgen Habermas et Manuel Castells, deux penseurs majeurs de notre époque,
ont profondément analysé l'impact des technologies numériques sur la sphère publique et la société contemporaine. Manuel Castells met en évidence la capacité révolutionnaire des technologies de communication. Selon lui, nous vivons dans une société de l'information où les réseaux numériques transforment fondamentalement les structures sociales et les relations de pouvoir. Pour Castells, les technologies numériques créent un espace de flux qui transcende les frontières géographiques traditionnelles. Les réseaux deviennent la nouvelle morphologie sociale de nos sociétés. Jürgen Habermas, de son côté, souligne l'importance cruciale de la communication pour une société démocratique. Il développe le concept d'espace public comme lieu de débat rationnel entre citoyens libres et égaux. Les réseaux sociaux ont créé de nouvelles formes de sociabilité. Ils permettent des connexions instantanées à travers le monde, favorisent l'émergence de communautés virtuelles et transforment les modes de participation politique et sociale. Cependant, ces technologies numériques créent aussi de nouveaux défis majeurs. La désinformation se propage rapidement et les algorithmes créent des bulles informationnelles qui fragmentent l'espace public et polarisent les débats. Ainsi, Castells et Habermas nous offrent des perspectives complémentaires pour comprendre les transformations de nos sociétés numériques. Leurs analyses nous aident à saisir à la fois les opportunités et les risques de cette révolution technologique pour la démocratie et le lien social. Explorons maintenant deux concepts fondamentaux de la philosophie politique: le contrat social et la volonté générale. Ces idées sont essentielles pour comprendre les fondements de notre société moderne. Le contrat social représente l'idée fondamentale que la société est basée sur un accord implicite entre les individus. Cet accord vise à garantir l'ordre social et la protection des droits de chacun. Visualisons ce processus. Des individus isolés décident de s'unir pour former une société organisée. Ils abandonnent certaines libertés individuelles en échange de la sécurité et de la protection collective. Cette théorie a été particulièrement développée par Jean-Jacques Rousseau dans son œuvre célèbre du contrat social, où il écrit cette phrase emblématique: « L'homme est né libre et partout il est dans les fers. » Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières du XVIIIe siècle, est le principal théoricien du contrat social moderne. Il défend l'idée que la souveraineté appartient au peuple et non aux dirigeants. La volonté générale est un concept central chez Rousseau. Elle stipule que la société doit être gouvernée non pas par la volonté d'un seul ou de quelques-uns, mais par la volonté collective du peuple tout entier, orientée vers le bien commun. Imaginez que chaque citoyen exprime sa volonté individuelle. Ces volontés convergent pour former la volonté générale, qui transcende les intérêts particuliers pour viser l'intérêt commun de tous. Ce diagramme illustre parfaitement le mécanisme du contrat social selon Rousseau. Les citoyens échangent certaines libertés contre la sécurité, et cette volonté générale donne autorité au gouvernement pour maintenir les libertés civiles. Le concept de bien commun est au cœur de la volonté générale. Il s'agit de ce qui profite à l'ensemble de la communauté plutôt qu'aux intérêts particuliers. Ce graphique montre la distinction entre les sociétés individualistes et collectivistes dans leur approche du bien commun. Concrètement, le bien commun se manifeste dans de nombreux aspects de notre société. Les infrastructures publiques, l'éducation pour tous, les services de santé, la protection environnementale et les systèmes de sécurité et de justice. En synthèse, ces trois concepts sont intimement liés. Le contrat social établit les fondements de notre vie en société. La volonté générale définit comment cette société doit être gouvernée. Et le bien commun constitue l'objectif vers lequel doit tendre toute action collective. Ces concepts de Rousseau continuent d'influencer notre compréhension moderne de la démocratie, de la citoyenneté et du rôle de l'État dans la société contemporaine. Nous allons explorer deux concepts fondamentaux pour comprendre les dynamiques sociales: la lutte des classes selon Marx et la sphère publique comme espace démocratique. La lutte des classes, concept central de la théorie marxiste, décrit comment la société capitaliste est divisée en classes sociales aux intérêts fondamentalement opposés. Marx identifie principalement deux classes antagonistes:
la bourgeoisie, qui possède les moyens de production, et le prolétariat, qui ne possède que sa force de travail. La sphère publique représente cet espace démocratique essentiel, où les citoyens peuvent librement débattre, échanger leurs idées et participer aux décisions politiques. Cette sphère publique se caractérise par son accessibilité, la qualité rationnelle des débats et sa capacité d'influence sur les politiques publiques. Ces deux concepts sont intimement liés. Les conflits de classe, identifiés par Marx, s'expriment et se négocient dans la sphère publique démocratique. Comprendre ces concepts est essentiel pour analyser les dynamiques de pouvoir dans nos sociétés et saisir les enjeux des processus démocratiques contemporains. Gandhi, Mandela et Rosa Parks illustrent parfaitement comment des individus peuvent résister et transformer la société par leurs actions. Leur engagement pour la justice et l'égalité a eu un impact profond sur les structures sociales et les mentalités. Commençons par Mahatma Gandhi, le père de l'indépendance indienne. Gandhi a développé la philosophie de la résistance non violente, appelée Satyagraha, qui signifie « force de la vérité ». La marche du sel en 1930 est l'exemple le plus célèbre de cette méthode. Gandhi a marché 400 km jusqu'à la mer pour protester contre le monopole britannique sur le sel, mobilisant des millions d'Indiens dans la désobéissance civile. Nelson Mandela a consacré sa vie à lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud. Emprisonné pendant 27 ans pour ses convictions, il est devenu le symbole de la résistance à l'oppression raciale. Mandela a choisi la voie de la réconciliation plutôt que de la vengeance. Devenu président en 1984, il a établi la Commission Vérité et Réconciliation, montrant comment un individu peut transformer non seulement les structures politiques, mais aussi l'âme d'une nation. Rosa Parks, surnommée la mère du mouvement des droits civiques, a déclenché une révolution sociale par un simple acte de résistance. Le 1er décembre 1955, elle a refusé de céder sa place dans un bus à Montgomery, Alabama. Cet acte de courage a déclenché le boycott des bus de Montgomery, qui a duré 381 jours. Ce mouvement a non seulement mis fin à la ségrégation dans les transports publics, mais a aussi lancé le mouvement moderne des droits civiques aux États-Unis. Ces trois figures démontrent que l'individu peut effectivement transformer la société. Leurs méthodes différaient. La non-violence de Gandhi, la réconciliation de Mandela, la résistance civile de Rosa Parks, mais tous ont prouvé qu'une personne déterminée peut changer le cours de l'histoire. Leur héritage continue d'inspirer les mouvements de justice sociale aujourd'hui, rappelant que chaque individu a le pouvoir de contribuer à un monde plus juste et plus équitable. Les technologies numériques ont révolutionné la façon dont les citoyens peuvent s'organiser et influencer le pouvoir politique. Deux exemples emblématiques illustrent cette transformation. La campagne présidentielle de Barack Obama en 2008 et les protestations qui ont suivi les attentats de Madrid en 2004. La campagne présidentielle de Barack Obama en 2008 a marqué un tournant historique dans l'utilisation des technologies numériques en politique. Pour la première fois, Internet est devenu un outil central de mobilisation politique, permettant de contourner les médias traditionnels et d'établir une communication directe avec les citoyens. Obama a utilisé les réseaux sociaux pour mobiliser massivement les jeunes électeurs, créant une communauté engagée qui dépassait les structures politiques traditionnelles. La collecte de fonds en ligne a permis de récolter des millions de dollars grâce à de petites donations, démocratisant le financement politique. Cette approche a non seulement contribué à la victoire d'Obama, mais a également démontré comment Internet peut servir de plateforme de contre-pouvoir, permettant aux citoyens ordinaires de participer activement au processus démocratique et de contester les structures de pouvoir établies. Le 11 mars 2004, des attentats terroristes frappent Madrid, tuant 191 personnes. Face à ce que les citoyens perçoivent comme de la désinformation gouvernementale, une mobilisation spontanée s'organise via les technologies numériques. En quelques heures, des SMS circulent massivement avec le message « Ils nous mentent ». Les citoyens s'organisent via Internet, forums et téléphones portables pour coordonner des manifestations.
Cette mobilisation numérique spontanée démontre la capacité des technologies à créer un contre-pouvoir citoyen face aux institutions. Ces deux exemples révèlent une transformation fondamentale des relations de pouvoir. Alors que le pouvoir traditionnel repose sur le contrôle des médias et des structures hiérarchiques, le contre-pouvoir numérique permet une communication directe et une organisation décentralisée. Internet devient ainsi une plateforme de contre-pouvoir qui permet aux citoyens de contourner les canaux traditionnels, de s'organiser rapidement et d'influencer directement les événements politiques et sociaux. Cette transformation redéfinit les rapports entre gouvernants et gouvernés. Ces exemples démontrent que les technologies numériques ne sont pas neutres. Elles créent de nouveaux espaces de participation démocratique et offrent aux citoyens des outils inédits pour exercer un contre-pouvoir face aux institutions établies. La société représente bien plus qu'un simple regroupement d'individus. Elle constitue à la fois un cadre nécessaire pour notre existence collective et un espace complexe où se déploient des dynamiques de pouvoir. Dans cet espace social se jouent constamment des rapports de pouvoir, des enjeux de justice et des dynamiques de reconnaissance ou d'aliénation entre les individus. Comme nous pouvons le voir dans les mouvements sociaux contemporains, les citoyens s'organisent pour revendiquer leurs droits et transformer la société. La philosophie nous invite à concevoir la société non pas comme un fait accompli et immuable, mais comme un projet toujours en mouvement, en perpétuelle évolution. L'individu n'est pas simplement un spectateur passif de cette société. Il peut devenir un véritable acteur de transformation, capable d'influencer et de changer le cours des choses. Cette transformation vise des objectifs fondamentaux. Plus de liberté pour tous, plus d'égalité dans les rapports sociaux et plus de solidarité entre les membres de la société. Ainsi, la société demeure un projet ouvert où chaque génération peut contribuer à construire un monde plus juste, plus libre et plus solidaire. C'est là tout l'enjeu de notre engagement citoyen. Notre réflexion sur la société nous ouvre vers d'autres domaines philosophiques fondamentaux. La société constitue le point de départ d'une exploration plus large des enjeux contemporains. Cette réflexion se prolonge naturellement vers 4 domaines interconnectés. L'État, avec ses questions de pouvoir et de légitimité, la justice et le droit, la morale et la liberté, ainsi que la notion d'engagement philosophique. L'État représente l'organisation politique de la société. Il pose les questions fondamentales du pouvoir politique, de l'autorité et de la légitimité. Comment le pouvoir s'exerce-t-il? D'où tire-t-il sa légitimité? Ces questions sont au cœur de la philosophie politique contemporaine. La justice constitue le principe régulateur de la société. Elle établit les règles du vivre ensemble, protège les droits individuels et collectifs et vise l'équité dans les rapports sociaux. Le droit devient l'instrument concret de cette justice. La morale interroge les fondements de nos actions et de nos choix. Elle pose la question de la liberté humaine. Sommes-nous vraiment libres? Comment concilier liberté individuelle et contrainte sociale? Ces questions morales sont indissociables de l'organisation sociale. L'engagement philosophique, notamment chez Sartre et Camus, nous rappelle que la réflexion sur la société doit déboucher sur l'action. L'individu est appelé à s'engager, à faire des choix authentiques, à assumer sa liberté et sa responsabilité dans le monde social. Ces 4 domaines, État, justice, morale et engagement, forment un réseau conceptuel qui enrichit notre compréhension de la société. Ils nous permettent d'approfondir les enjeux philosophiques contemporains et de saisir la complexité des défis actuels. La philosophie nous enseigne une vérité fondamentale. La société n'est pas un fait accompli, figé dans le temps. Elle est un projet vivant, en perpétuel mouvement, façonné par nos actions et nos choix collectifs. Chaque individu possède le pouvoir extraordinaire de devenir un acteur de transformation sociale. L'histoire nous montre que les grands changements naissent souvent de l'engagement de citoyens ordinaires qui refusent l'injustice et agissent pour un monde meilleur. Cette transformation s'articule autour de 3 valeurs fondamentales qui guident notre action. La liberté, qui nous permet de choisir notre destin, l'égalité, qui garantit les mêmes droits à tous, et la solidarité,
qui nous unit dans un projet commun de justice sociale. L'engagement peut prendre de multiples formes. Le bénévolat qui exprime notre solidarité, la participation citoyenne qui renforce notre démocratie, l'action collective qui amplifie notre voix. Chaque geste compte, chaque initiative contribue à tisser le lien social. Le modèle de changement social nous montre que la transformation naît de l'interaction entre nos valeurs individuelles, notre collaboration en groupe et notre engagement citoyen. C'est cette synergie qui crée le mouvement vers une société plus juste. Alors, engagez-vous. Questionnez les injustices que vous observez. Contribuez, à votre échelle, à construire une société plus juste et équitable. Car c'est ensemble, par nos actions individuelles et collectives, que nous écrivons l'avenir de notre société. Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie de la société et de la philosophie politique. Nous avons parcouru ensemble les grandes questions qui traversent notre réflexion sur le vivre ensemble. Si ce contenu vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre les enjeux de notre société contemporaine, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer. Pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos sur la philosophie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous explorons de nouveaux concepts philosophiques. Vos questions, vos réflexions et vos suggestions sont précieuses pour enrichir notre communauté philosophique. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Rejoignez la communauté Boîte à Philo pour continuer à philosopher ensemble. La philosophie n'est pas seulement une discipline académique. C'est un art de vivre et de penser qui nous concerne tous.